Voilà, 10 minutes après 16 h, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de l'émission Coin Éducatif. Une émission présentée par Junior Ba, donc une émission qui s'intéresse sur l'éducation de manière générale. Merci, on a ok, merci beaucoup. Merci. Je les dirais plutôt de choisir le sujet dans lequel ils se sentiront le plus à l'aise le jour du bac. Mais toujours est-il que le commentaire reste un exercice très accessible, très simple. Comme tout autre exercice littéraire, il est constitué aussi de 3 parties, d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Bon, je ne vais pas être là à discourir sur qu'est-ce que le commentaire, parce que c'est ça le principal souci. On dit aux élèves qu'est-ce que le commentaire, mais on ne dit pas aux élèves comment commenter. C'est la question du comment qui est plus important. Les élèves, ils attendent toujours qu'est-ce que commenter et on leur donne des réponses à cela. Mais réellement, il faut dire aux élèves comment faire un commentaire de texte et comment réussir un commentaire de texte. C'est très simple. Et puisque la première étape c'est déjà l'introduction, je vais directement, puisqu'on n'a pas aussi beaucoup de temps, directement parler de l'introduction du commentaire sans parler des détails préliminaires. D'abord, pour que l'élève réussisse son introduction, il faut qu'il prenne le soin de bien lire le texte pour comprendre déjà la structure argumentaire du texte. Première étape du travail. Maintenant, dans un commentaire, on demande à l'élève de produire une introduction constituée de 4 parties. Il n'y a pas de 5 parties ni de 3 parties, mais 4 parties obligatoires. 4 parties. Et 4 parties clairement séparées. Pourquoi? Parce que c'est des parties déjà qui ne disent pas la même chose. La première partie de l'introduction, c'est le thème. Le thème. Il faut les prendre et après on va y revenir comme ça, point par point, on va essayer d'expliquer la signification de ces éléments. Le thème. Tout à fait. Ensuite, le second élément d'une introduction, c'est ce qu'on appelle le problème. Et le troisième élément d'une introduction, c'est la thèse. Et le quatrième élément, c'est le plan qu'on appelle la structure argumentaire du texte, qu'on appelle les mouvements du texte, mais retenez le plan. C'est les 4 éléments d'une introduction qu'on appelle les 4 parties. Il n'y a pas de 5 parties, il n'y a pas de 3 parties comme je l'ai dit. Maintenant, la première partie, le thème, pose la question de savoir de quoi parle le texte. De quoi parle le texte? Le texte parle-t-il de politique? Le texte parle-t-il de société? Le texte parle-t-il de l'État? Le texte parle-t-il de la liberté? C'est le thème. Maintenant, dans la méthodologie, on demande à l'élève de définir le thème d'une manière générale, mais aussi d'une manière précise. Donc, le thème doit être déterminé d'une manière précise en fonction de ce qui est dit dans le texte. Maintenant, souvent, les élèves font une confusion entre le thème d'un texte et le thème d'une leçon, ou le thème d'un chapitre, ou le thème d'une partie. Rien à voir. Le thème du texte, c'est ce qui est dit dans le texte. Donc, on prélève le thème dans le texte et non dans le cahier de cours. Ce n'est pas parce que le thème ressemble à quelque chose qu'on a fait dans le cours qu'il faut penser directement à la leçon pour dégager le thème. Non, dans la méthodologie, on demande à l'élève de partir du texte et de prendre le thème à l'intérieur du texte. Mais où se trouve le thème? Très bonne question. Parce que la méthodologie nous demande de passer par le thème pour ensuite venir vers le problème, pour ensuite aboutir vers la thèse. Alors qu'en réalité, l'élément central de l'introduction, c'est la thèse. La thèse. La thèse est l'élément central de l'introduction. Même si la thèse vient à la 3e position dans une introduction, mais réellement, dès que l'élève parvient à dégager la thèse, il parvient du même coup à voir le thème et le problème. Je m'explique. Voilà, c'est l'occasion quand même de permettre aux candidats de comprendre que le commentaire n'est pas du tout compliqué comme je le dis. Tout à fait, oui. Voilà, l'élément primordial d'une introduction en réalité, c'est la thèse. Parce que tout tourne autour de la thèse. Qu'est-ce que la thèse? La thèse renvoie à la position philosophique de l'auteur qui a écrit le texte. L'auteur qui a écrit le texte a une position philosophique sur un thème donné. Et il donne son point de vue par rapport à ce thème. Et c'est pour cela que dans la méthodologie, on dit à l'élève, le problème philosophique est une question, mais la thèse de l'auteur en est la réponse. Le problème philosophique est une question, mais la thèse de l'auteur en est la réponse. Vous me suivez? Et si on a la thèse aussi, la même méthodologie nous dit que le thème, c'est toujours un mot ou bien un groupe de mots à l'intérieur de la thèse. Le thème, c'est un mot ou un groupe de mots qui se trouve dans la thèse. Par conséquent, peut-on voir le thème sans voir la thèse? Si la méthode dit le thème est un groupe de mots qui se trouve à l'intérieur de la thèse,
Par conséquent, la première chose à dégager dans un texte, c'est d'abord la thèse. Et je conseille aux candidats de prélever d'abord la thèse et de l'écrire dans le brouillon. Dès que l'élève a la thèse écrite dans le brouillon, il n'a qu'à regarder cette phrase, il verra dans la phrase un mot, un concept philosophique ou bien un groupe de mots philosophiques. À supposer qu'un texte porte sur l'État. J'imagine une phrase. Le texte dit: l'État est une instance juridictionnelle qui assure l'organisation de la société. Point. Comme thèse. L'État est une instance juridictionnelle qui assure l'organisation de la société comme thèse. Dans un texte, l'élève doit prendre cette phrase et l'écrire dans le brouillon. Mais si l'élève lit cette phrase, le concept le plus pertinent dans cette phrase, c'est le mot État. Par conséquent, le thème, c'est l'État. Donc, j'ai dit que la thèse est une phrase, mais le thème est un mot ou bien un groupe de mots à l'intérieur de cette phrase. L'autre jour, vous avez dit que dans tous les sujets que nous verrons, s'il y a le nom État, là, le sujet parle de l'État. Oui, ça, on est dans la logique de la dissertation. De la dissertation. Je vais y revenir quand je reviens dans la dissertation. Mais toujours est-il que pour reconnaître, pour d'abord dégager le thème, il faut d'abord voir la thèse. Et la thèse, elle n'a pas de place fixe, je vais y revenir. Mais dès que l'élève parvient à déceler la thèse, il prend cette phrase qui est la thèse. Dans cette phrase va apparaître un concept ou bien un groupe de mots. Ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le thème. De quoi on parle dans le texte. Maintenant, cette thèse est une réponse. Une réponse à une question posée dans le texte. Mais la question, on ne la voit pas dans le texte. C'est là le piège. Le problème est une question qui n'est pas dans le texte. Mais la thèse en est la réponse. Le problème est une question qui n'apparaît pas dans le texte, mais qui a été posée par le texte, mais dont la réponse se trouve dans le texte. Et la réponse, c'est la thèse. Zignon, par exemple, si je vous dis j'habite à Médinakoura, ça sous-entend quoi? Que vous me posez la question de savoir où habiter. Maintenant, vous avez la réponse, on me demande de poser la question. Tout le monde m'écoute. Vous avez la réponse, on me demande de poser la question. Donc, facilement, à partir de la thèse, l'élève parvient à poser la question la plus logique. Et cette question doit être une question ambivalente. Une question ambivalente, c'est une question alternative où la réponse doit être oui ou non. Contrairement à cette confusion, certains posent la question comme problème: qu'est-ce que l'État? Non, cette question ne peut pas faire l'objet d'un problème. Pourquoi? Je vais y revenir. Parce que le problème est une question qu'on pose à l'introduction et l'auteur en a donné sa réponse dans la thèse. On attend la réponse de l'élève à cette même question dans la conclusion. Ce qui veut dire, et dans la discussion autant pour moi, ce qui veut dire que dans la discussion, l'élève a le choix entre accepter la thèse défendue par l'auteur à travers cette question ou réfuter cette thèse en proposant sa propre thèse. Donc il y aura forcément le oui ou le non. Pour dire que le problème est une question dialectique. Une question dont la réponse doit être oui ou non. C'est ce qu'on appelle le problème. Maintenant, cette question n'est pas dans le texte, mais sa réponse est dans le texte. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la méthodologie. C'est la méthodologie qui nous dit que le problème philosophique est une question philosophique posée par le texte, mais l'auteur en a donné sa réponse dans sa thèse. On ne voit pas la question, mais l'auteur a donné sa réponse à cette question. Partant de sa réponse, on nous demande maintenant quelle est la question posée par le texte dont l'auteur tente de donner une réponse. Par conséquent, est-ce qu'on peut dégager le problème sans voir la thèse? Non du tout. Par conséquent, on peut dire que aussi la thèse est rattachée, reliée directement au problème autant. Dépend de la thèse. Donc, dès qu'on parvient à voir la thèse, on parvient en même temps à voir le thème, qui est le mot ou le groupe de mots le plus pertinent dans cette phrase qui est la thèse. On a vu donc le thème à la suite de la thèse. De cette même phrase qui est la thèse, on nous dit cette phrase c'est une réponse. On doit maintenant aboutir à la question partant de la réponse. La question la plus logique, la question dialectique qui attend une réponse de oui ou de non, et cette question qu'on appelle le problème. Et on a pu maintenant déceler les trois éléments d'introduction: thème, problème, thèse. À partir de quel élément? De la thèse. De la thèse qui est la phrase, on a dégagé le mot ou le groupe de mots qui est le thème. De cette même thèse, on a pu aboutir à la question la plus logique et on a ce qu'on appelle le problème. Trois éléments de l'introduction, il reste le quatrième élément qui est le plan. Maintenant, avant de venir sur le plan, je vais m'arrêter sur la thèse. Parce que comme je l'ai dit, la thèse signifie l'idée générale du texte. Et l'idée générale signifie l'idée qui est largement véhiculée dans le texte. Et cette idée, c'est l'opinion d'un philosophe. C'est l'avis d'un philosophe, c'est le point de vue d'un philosophe par rapport à une question philosophique. Puisque c'est sa position, elle doit apparaître dans le texte quelque part. Il y a certains auteurs
ils commencent d'abord à annoncer leur position philosophique dès le début du texte, dans les premières lignes, pour ensuite l'expliciter jusqu'à la fin. Il y a d'autres auteurs, ils commencent par une généralité, par une explication, jusqu'à la fin, à la dernière phrase, ils donnent leur point de vue. Par conséquent, la thèse n'a pas de place fixe, mais elle apparaît souvent, dans 99% des cas, la thèse apparaît dans les premières lignes du texte. Elle apparaît dans les 99% des cas des textes qu'on donne au baccalauréat sénégalais surtout, dans les premières lignes du texte. Maintenant, dans quel cas la thèse change de place? C'est très simple, c'est des codes à savoir. Si on donne à l'élève un texte, vous m'écoutez, dans lequel la première phrase, il est écrit on, O-N, le pronom impersonnel on, c'est parce que cette phrase n'est pas la thèse. Dès qu'un texte commence par on, c'est l'opinion d'autrui, ou l'opinion de quelqu'un d'autre, ou l'opinion de d'autres personnes. Le philosophe, il réfute, il rejette, il n'admet pas cette conception. Si un philosophe commence son texte en disant on, il est en train de critiquer une pensée. Là n'est pas la thèse. Cherchons la thèse ailleurs. Est-ce que vous retenez? Dès qu'un texte commence par on, cette phrase n'est pas la thèse. On cherche la thèse ailleurs. C'est des codes à savoir. Qu'on ne dit pas aux élèves en réalité. Là, c'est important. Hein? Si la méthode dit la thèse apparaît souvent dans les premières lignes, un élève voit une première phrase qui dit on. Moi, il va se dire, bon, donc je vais travailler cette phrase. Alors que dès qu'on dit on dans un texte, première phrase, cette phrase ne peut pas être la thèse parce que l'auteur est en train de réfuter cette thèse. Il n'admet pas cette conception. Et plus tard, il va donner sa position. Ou, dans ce cas, à la dernière phrase. Et il y a toujours des indicateurs qu'on appelle les formules de conclusion. Donc, retenez aussi que dès qu'un texte se termine par donc, dernière phrase, donc, ou bien ainsi, ça c'est des codes, ou bien bref. Ouais. Donc, ainsi, bref, ou toute autre formule de conclusion. Les formules de conclusion, vous les connaissez. Ou toute autre formule de conclusion. Et tout le monde connaît les formules de conclusion. En résumé, entre autres. Donc, dès qu'un texte se termine par une formule de conclusion, cette phrase est la thèse. Dans un texte, à la dernière phrase, on a une formule de conclusion disant donc, ou bref, ou ainsi, ou une autre formule de conclusion. La thèse, c'est cette phrase. Donc, ce qui veut dire que si dans un texte, à la fin, il n'y a pas de formule de conclusion, et que la première phrase ne commence pas par on, la thèse est à chercher dans la première phrase, dans les premières lignes. Et les premières lignes veut dire la première phrase est la phrase la plus rapprochée à cette phrase. Parce que le français est un peu complexe. Quand on dit les premières lignes et la première phrase, c'est un peu différent. C'est différent, oui. Oui, les premières lignes signifient la première et la deuxième phrase parce qu'elle peut être un peu kilométrique. Mais toujours est-il que si dans la première phrase, il n'y a pas on, et qu'à la fin du texte, il n'y a pas une formule de conclusion, la thèse, c'est la première phrase. C'est moi qui le dis. Et je le confirme devant tout le monde. C'est très simple. Très simple, oui. Si un texte ne commence pas par on, et que le texte ne se termine pas par une formule de conclusion, la thèse, c'est les premières phrases, c'est les premières lignes du texte. Donc, les formules de conclusion, on a donc ainsi, bref, en résumé, entre autres. Maintenant, on parle français. Si on dit que la thèse, c'est le point de vue de l'auteur, si un auteur écrit un texte, au début, il dit pour ma part, nécessairement, il dit son point de vue. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Si on auteur dit dans un texte, la vérité c'est que, mais là, la langue traduit en quelque sorte le sens de ce qu'il veut dire. La vérité c'est que, c'est parce qu'il est en train de défendre cela. Pour ma part, c'est parce qu'il est en train de défendre cela. Ça aussi traduit la même chose. Mais les pièges, c'est le on ou bien les formules de conclusion à la fin du texte. S'il y a formule de conclusion, la thèse c'est la dernière phrase. S'il n'y a pas de formule de conclusion et que dans la première phrase il n'y a pas de on, la thèse c'est la première phrase. Tout le monde l'écoute. D'accord. Maintenant, on a vu la thèse, n'est-ce pas? On prend la thèse, on l'écrit dans le brouillon. C'est la première phrase, par exemple. On prend cette thèse, on l'écrit dans le brouillon. N'est-ce pas? Si on écrit la thèse dans le brouillon, maintenant, on vient directement dans ce brouillon. C'est l'exemple d'un texte qui a été donné en devoir. Ici, je pense que c'est à Kaolak. La première phrase, on dit le but final de l'instauration d'un régime politique n'est pas la domination, ni la répression des hommes. Ce n'est pas la thèse. Dernière phrase, il dit bref. Le but de l'organisation en société, c'est la liberté. C'est ça la thèse. Pourquoi? Parce qu'il y a une formule de conclusion. Si l'élève prend la première phrase, il passe à côté. Pourquoi? Déjà, l'auteur du texte, il a réfuté
ceci. Pourquoi? Parce qu'il dit le but final de l'instauration d'un régime politique n'est pas. Donc lui, il n'est pas d'avis avec cela. Qu'est-ce qu'il propose? Lui, il dit à la dernière phrase, le but de l'organisation en société, c'est la liberté. C'est ça son point de vue, son avis à lui. Donc si cet avis a été développé par certains, lui, il ne l'admet pas. Lui, il pense que le but de l'État, c'est de garantir la liberté. On a la thèse. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de conclusion. On prend cette phrase qui est la thèse, on l'écrit dans le brouillon. On regarde dans cette phrase quel est le mot, le concept le plus pertinent ou le groupe de mots le plus pertinent. Si c'est le mot État, le thème c'est l'État. Si c'est le mot liberté, le thème c'est liberté. Si c'est le mot travail, le thème c'est travail. Si c'est le mot nature et culture, le thème c'est nature et culture. Parce que dans cette phrase qui est la thèse, on a ce groupe de mots ou bien ce mot le plus pertinent dans la phrase. C'est ce mot qu'on va prendre qui va être le thème. C'est clair? C'est très clair, oui. Maintenant, il va rester quoi? Le problème. Toujours, c'est dans le brouillon. Le problème d'abord, c'est pas du travail de brouillon. Parce que j'ai dit qu'on va dégager le thème et le problème à partir de la thèse. C'est bon, maintenant, vous me suivez? Tout à fait, oui. Maintenant, toujours, on prend cette même thèse dans le brouillon. On se pose la question de savoir en fonction de ce qui est affirmé. Il dit le but de l'organisation en société, c'est la liberté. Question. Peut-on aspirer à la liberté sans intégrer une société? Peut-on aspirer à la liberté sans intégrer une société? Regardez cette question et regardez la réponse. Lui, il considère que pour qu'il y ait cette liberté, il faut qu'il y ait une organisation sociale. Par conséquent, la liberté dépend nécessairement de l'organisation en société, qui signifie ici État. Par conséquent, peut-on aspirer à la liberté sans un État? C'est ça la question posée par le texte. À cette question qu'on ne voit pas dans le texte, on a la réponse. Celui qui a écrit le texte, il dit l'État a été établi, l'État a été institué uniquement pour assurer la liberté. Cette réponse est dans le texte, mais la question n'y est pas. On part de la réponse pour poser la question. Et on a dit une question dialectique. Qu'est-ce qu'une question? Une question à laquelle la réponse doit être oui ou non. Maintenant, pourquoi cette question? C'est très important, retenez. J'ai dit qu'on a posé une question dialectique. Parce qu'on va faire la discussion. Contrairement à certaines erreurs, et heureusement que les élèves m'écoutent parce qu'il y a beaucoup d'élèves qui m'ont interpellé par rapport à cela, ici surtout et ailleurs, c'est l'occasion de les dire que dans l'introduction, n'est-ce pas, on pose une question qu'on appelle le problème. On retient cette question, on va y revenir, on en aura besoin quelque part. Tout à fait, oui. Maintenant, on a dégagé le problème, le thème, la thèse, il reste le plan. N'est-ce pas? Quatrième élément de l'introduction. Le plan, c'est très simple. Le plan signifie la structure de l'argumentation de l'auteur. La structure. Comment l'auteur a justifié la thèse qu'il a défendue. Puisque cette thèse, c'est sa position, il l'a soutenue comment? Pour soutenir sa thèse, comment il a procédé? Il a d'abord parlé de quoi comme élément constitutif de sa thèse, pour ensuite parler de quoi d'autre pour sous-tendre sa thèse. Dans tout texte qu'on donne aux candidats au bac au Sénégal, surtout ici, c'est des textes qui sont constitués souvent de 2 paragraphes seulement, 2 parties. 99% des textes qu'on donne ici au Sénégal, je parle sous le contrôle de tout le monde, c'est des textes qui sont constitués de 2 parties. 2 parties. 2 paragraphes. Et ces 2 parties sont des idées qui viennent sous-tendre la thèse qui est l'idée générale ou l'idée principale. L'auteur, donc, dans certains cas, il donne sa thèse sous la forme d'une première phrase qu'il va essayer de justifier avec un premier paragraphe. Après, il va apporter un autre paragraphe pour justifier. Ces 2 paragraphes permettent d'expliquer ou de rendre claire la thèse défendue dans la première phrase. Ou bien l'auteur commence par une première conception qu'il a de la thèse, plus tard une deuxième conception qu'il a de cette même thèse, et il termine toujours avec une formule de conclusion pour montrer sa position. Donc pour dire qu'en réalité, c'est au vu et su de la thèse que l'élève parvient à voir quand même les 2 sous-idées. Exemple, si je dis que moi je vais partir au Marseille pour venir préparer un repas. Je vais partir au Marseille pour venir préparer un repas, c'est la thèse. C'est ma position, c'est ce que moi je voudrais faire. Mais si je quitte moi pour aller au Marseille, je vais déjà traverser beaucoup d'étapes. Et une fois au Marseille, je vais acheter des légumes et des trucs, beaucoup de choses quand même qui sont différentes. Mais tout cela est une partie dans le fait de préparer mon repas. Mais cela ne suffit pas pour préparer. Il y a une autre étape. Une fois à la maison, je vais allumer le gaz, je vais utiliser la marmite, je vais utiliser beaucoup de choses quand même pour laver les aliments, ainsi de suite, pour cuire mes aliments, pour ensuite avoir un repas. Ce que je fais à la maison est-il identique à ce que je fais au Marseille?
N'est-ce pas qu'il y a différence entre ce que je fais à la maison et ce que je fais au marché? Si on prend toutes ces deux activités, on les met ensemble, on aura quoi? Un résultat final, préparer un repas. Mais préparer un repas ne signifie pas seulement aller au marché, signifie aussi revenir à la maison, faire la cuisson. Si on prend ces deux éléments, on a fini de préparer un repas. Et là, donc, ces deux sous-idées permettent de saisir le sens de l'idée générale. Et donc, si l'élève lit un texte, même s'il n'est pas bien en langue, il comprendra qu'à un moment donné, l'auteur, ce qu'il dit ici, est un peu différent de ce qu'il dit à un autre niveau du texte. Et là, l'élève parvient à voir les deux sous-idées qui sous-tendent la thèse et on a ce qu'on appelle le plan. Ça apparaît clairement dans un texte si l'élève lit le texte. Parce que ce que l'auteur va dire enfin va être un peu différent de ce qu'il a dit en amont. Et là, on a l'introduction en 4 parties. Thème, problème, thèse, plan. Mais retenons que le problème et le thème dépendent de la thèse. C'est par la thèse qu'on a vu le thème, qui est un groupe de mots ou un mot, mais c'est par cette même thèse qu'on a posé la question centrale qu'on appelle le problème. C'est bon? C'est bon, oui. Et de là, on a fait une introduction de 4 parties. Maintenant, j'entends des élèves me dire, oui, après avoir fait le problème, le thème, la thèse et le plan, il faut poser aussi une autre question pour la discussion. Non, en toute sincérité, chers élèves, en toute sincérité, l'introduction d'un commentaire est constituée de 4 parties. Uniquement. On doit soulever uniquement le thème, le problème, la thèse et le plan. Après cela, il n'y a pas une autre partie ni une autre question à poser. C'est une aberration que de dire qu'il faut poser une question pour la discussion. L'antenne sera ouverte, celui qui va entrer n'a qu'à entrer. Et qu'il me dise où est-ce que cela est écrit. Ce n'est écrit dans aucun document de méthodologie qu'après avoir dégagé le thème, le problème, la thèse et le plan, qu'il faut poser une question pour la discussion. Donc, juste après le plan, on va attaquer directement la discussion. Le développement. Le développement. Maintenant, la question que ces élèves pensent qu'il faut poser pour faire la discussion, l'élève a déjà posé cette question sans le savoir. Je vais y revenir. Et on va comprendre que l'élève a déjà posé cette question. Donc, il n'y a pas lieu de poser encore une question après le plan. Non. Ça n'existe dans aucun document. Il n'y a rien à poser, on saute les élèves. On part vers le développement. Maintenant, le développement est constitué de 2 parties. 2 parties. 2 parties. Une première partie appelée l'explication du texte. Écrivez parce que c'est important, contrairement à ce qu'on pense. Une première partie appelée explication du texte. Et une deuxième partie appelée discussion de la thèse de l'auteur. Et une deuxième partie appelée discussion de la thèse de l'auteur. Ce sont les 2 parties du développement. Explication du texte et discussion de la thèse. Maintenant, il y a certaines erreurs que les élèves font dans l'introduction. Je l'ai sauté, mais il faut que j'en parle parce que c'est l'occasion quand même de m'adresser à eux. Tout à fait, oui. Dans un commentaire, dans l'introduction, l'élève ne dit pas ce que lui, il va faire. Il ne dira que ce que l'auteur du texte a fait. Je veux dire par là que l'élève ne doit pas dire dans le plan, nous allons d'abord montrer ceci pour ensuite montrer cela. L'élève ne doit pas faire cela. Parce que ce n'est pas l'élève qui a écrit le texte. C'est un philosophe qui a écrit le texte. Et c'est ce philosophe qui a dit une chose en amont et une autre chose en aval. Donc l'élève doit dire que ce philosophe qui a écrit ce texte, pour justifier sa thèse, il a commencé d'abord par dire ceci et après il a dit cela. Mais l'élève ne doit pas dire nous allons.